Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service du développement personnel et de l'empowerment au féminin. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram glorious.woman. Le podcast du jour s'intitule La résilience. La résilience est une force morale, une qualité de ne pas se décourager, ne pas se laisser abattre. Bien sûr, la résilience est présente en nous à l'état de potentiel, c'est-à-dire avant qu'aucun traumatisme ne soit intervenu. C'est un peu comme une sorte de compétence et d'aptitude que nous pourrions cultiver au cas où. Donc en recherchant des informations sur la résilience, pour faire ce podcast, je m'attendais à trouver des tonnes de définitions sur la résilience et en fait pas du tout. C'est assez simple. La résilience, elle vient de la définition d'une définition physique et plus précisément en physique des matériaux, où la résilience c'est la résistance au choc d'un matériau. Et donc ça a été transposé en psychologie pour expliquer nos résistances personnelles, psychiques à des traumatismes. Alors, il existe plusieurs types de résilience. Alors, j'ai trouvé la résilience neuronale. Donc, la résilience neuronale, je ne savais pas que ça existait, mais c'est l'étude des conséquences sur le nourrisson des traumatismes pendant la grossesse. Alors, par exemple, il y a des études sur les impacts de la consommation d'alcool ou de substances toxiques sur l'enfant, donc sur le développement du fœtus. La résilience nationale, donc tout un pays est impacté par un traumatisme. Donc on a connu ça en France à cause des attentats ces dernières années. Il y a la résilience socio-écologique qui est en fait l'absorption des perturbations d'origine naturelle ou humaine sur notre environnement, donc la déforestation, la foudre, la sécheresse, etc. Et puis, nous avons aussi la résilience affective, qui est un sujet très, très bien expliqué et traité par Boris Cyrulnik. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à vous documenter. Et donc, cette résilience affective, elle désigne en fait l'enfant qui est affecté par le milieu émotionnel maternel en fin de grossesse. Alors nous l'avons vu, il y a différentes définitions, différents aspects de la résilience, mais nous, en développement personnel, nous allons nous attacher à la résilience en tant que potentiel, compétence ou aptitude à ne pas se décourager ni se laisser abattre. Alors comme nous l'avons vu, effectivement, la résilience peut être bien antérieure à tout traumatisme. Et puis, la résilience, c'est aussi après le traumatisme, lorsque l'on est sorti de l'état d'hébétude, l'état de déni ou de rêve dans lequel ce choc nous a plongés. Lorsque l'on rebondit, la vie reprend parce que la personne n'a plus mentalisé à nouveau. C'est-à-dire qu'elle est capable de se représenter l'horreur de ce qui lui est arrivé et de comprendre et dresser un récit de tout cela. Grâce aux études, nous savons que la résilience est beaucoup plus difficile chez le sujet adolescent et chez le sujet âgé. Par ailleurs, lorsque la personne a subi un traumatisme, il est important de définir quelquefois un tuteur de résilience. Ce tuteur de résilience peut être un professionnel de santé, donc c'est ce qu'on appelle un tuteur explicite. Les tuteurs de résilience non professionnels, ce sont des personnes comme vous et moi qui vont manifester de l'empathie et de l'affection envers autrui. Donc ce sont des personnes qui ont des qualités personnelles et qui agissent au fait comme des mentors. Et si ça se trouve, vous êtes déjà tutrice ou tuteur de résilience sans le savoir.
Il y a fort à parier que vous voyez plutôt les côtés positifs de cette personne, que vous ne vous découragez pas face aux échecs permanents, que vous respectez le parcours de la personne que vous écoutez, que cette personne retrouve grâce à vous de l'estime d'elle-même, de la confiance, même si elle ne vous le dit pas, mais vous le constatez. Et bien sûr, on évite entre tuteur et personne en recherche de résilience les gentilles phrases qui font mal. Les phrases un peu bateau du type « allez courage », etc. Comme dans tout bon processus, il y a des freins et on sait que ce qui empêche la résilience, par exemple, on peut citer l'hébétude, l'indifférence, c'est-à-dire qu'on souffre mais on n'affronte pas réellement le problème. On ressent juste l'émotion, la souffrance, la colère, l'agressivité, la recherche d'un bouc émissaire qui serait un coupable tout désigné, l'isolement, la démission, le manque de confiance en soi, le déni et le clivage, c'est-à-dire partager avec son tuteur ou d'autres personnes de son entourage une partie de son histoire, mais garder bien sûr sous couvert une autre partie qui nous fait toujours souffrir et qu'on n'arrive pas à partager, une partie à laquelle on n'arrive pas à donner du sens. Alors là, nous étions dans un cas de figure où quelqu'un a eu un traumatisme important, psychologique, très impactant, mais il arrive que tous les jours, nous ayons des micro-agressions de la part des personnes que nous rencontrons. Donc, c'est développer le concept de résilience quotidienne pour expliquer le fait que, notre mental est submergé, quelquefois au quotidien. Et c'est très sérieux puisque, par exemple, nous avons un domaine de la génétique qui s'appelle l'épigénétique et qui étudie les interactions entre notre patrimoine génétique et notre environnement. Et dans le développement personnel, c'est très important de prendre cela en compte car ce sont les mêmes mécanismes qui vont se mettre en action pour nous permettre de pallier, de ne pas être dans le déni et d'analyser de façon objective ce qui nous est arrivé et ces micro-agressions qui nous font pas du bien tous les jours. Enfin, lors de mes recherches sur la résilience, j'ai trouvé plusieurs occurrences de la nature. Donc la nature, effectivement, a un impact fort dans le processus de résilience. Il est prouvé par des études, par des retours d'expérience de personnes qui avaient vécu des traumatismes plus ou moins lourds, que le fait d'être au contact de la nature, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, des arbres, avait un effet positif sur leur santé mentale. Donc bien entendu, préservons la planète. Voilà, petit discours bateau. Mais sans vouloir faire de mauvaises blagues, la dégradation des écosystèmes a un impact sur notre santé mentale. Donc il ne s'agit pas seulement de préservation de la planète, mais c'est aussi la préservation de la santé mentale de l'homme. Alors, nous avons vu précédemment dans ce podcast que la résilience était un pansement dont nous avons besoin face aux micro-agressions et aux grosses agressions de la vie. Nous avons également dit que ce que l'on nomme communément résilience est en fait un ensemble de valeurs, de qualités et d'activités que nous pouvons faire de façon à débloquer le traumatisme, stopper le déni et pouvoir mettre des mots, avoir du recul sur ce qui nous est arrivé. Et donc tout de suite, nous allons voir un ensemble d'activités et de valeurs, de compétences à développer afin justement d'avoir toutes les bases en nous de la résilience. Alors tout d'abord, nous pouvons parler de la sublimation. Alors qu'est-ce que la sublimation ? Eh bien, c'est l'art de faire parler son histoire. Dans la résilience, on sait que l'humour a une grande place, ou en tout cas peut l'avoir, puisque c'est une façon de s'exprimer sans provoquer la gêne chez la personne. Donc autant chez le tuteur de résilience que chez la personne en recherche de résilience, il peut y avoir l'emploi de l'humour pour dire les choses, mais tout en se mettant à distance. Ensuite, l'altruisme. L'altruisme, c'est la base. Chez le tuteur de résilience, il faut aimer se tourner vers les autres.